Bonjour à tous, bonjour Jonathan Ayoun, bonjour Judith Cohen-Solal. Merci beaucoup de venir aujourd'hui nous parler de votre dernier livre, de l'un de vos derniers livres, vous en publiez beaucoup, le bouquin de l'humour juif. Alors, encore un livre sur l'humour juif, mais en fait ça fait quand même beaucoup de bien. Moi je me suis plus que régalée à le lire très sérieusement, parce que l'humour c'est quand même quelque chose de très sérieux, donc je suis très contente de vous recevoir pour en parler. Bon, je vais quand même commencer par vous demander pourquoi vous avez décidé d'écrire un nouveau livre sur ce thème. Alors, qui veut répondre? Alors, il se trouve que, d'abord, ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu une somme sur l'humour juif. Il y a eu quelques bouquins, enfin, une somme sur l'humour juif, ça fait longtemps. Donc, dans un premier lieu, on pourrait dire qu'il y avait besoin d'actualiser ce qui est aujourd'hui l'humour juif, qui n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles blagues, du coup, dans votre livre. Oui, il y a à la fois des nouvelles blagues, mais on a surtout voulu offrir une forme peut-être différente des précédentes, dans le sens où il n'y a pas que des blagues. Il y a des nouvelles blagues, il y a des anciennes, mais il y a aussi, et surtout, pour nous c'était le plus important, des extraits littéraires, des répliques de films, de séries télé qui sont sorties il y a encore quelques années, et aussi des auteurs méconnus ou oubliés, donc on remonte loin dans le passé, jusqu'au Moyen-Âge, ou pendant la Révolution française, qui n'étaient pas cités dans d'autres ouvrages, qui pouvaient être connus pour d'autres faits. Pas comme humoristes. Mais pas comme humoristes. Donc on leur donne une place, et donc voilà, c'est là où il y a, pour plusieurs raisons, de l'inédit, et pour nous une légitimité à avoir consacré pas mal de temps, parce qu'on a pas mal bossé pour sortir ce livre. Qui est-ce que vous citez d'un petit peu original pour donner une idée à notre public? Des rabbins, vous pouvez nous donner les noms de certaines personnes inattendues que vous Alors, citez? d'abord, d'un point de vue inattendu, il y a des humoristes israéliens, puisque c'est pas souvent, et on cite par exemple Eretz Nederet, qui est une mini-série télévision qui est tout le temps en train de tourner en dérision, y compris là depuis le 7 octobre des événements. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, c'est déjà pris en charge par les humoristes en Israël. Oui, absolument. Il y a un humoriste israélien qui s'appelle Moshinov, mais il y a aussi, je dirais, Zev Revar pour parler aussi d'humour séfarade. Et là, par exemple, je pense que c'est des gens qui ne sont pas connus. C'est vrai. Et puis, il y en a d'autres. Il y a par exemple en France le révolutionnaire Zalki Nourvitz, qui était plus connu pour avoir écrit des articles pour défendre l'émancipation des Juifs, mais de manière sérieuse et rigoureuse, pour avoir remporté un grand concours, le concours de Metz, avec l'abbé Grégoire. Donc il était plus connu pour l'engagement de manière rigoureuse et sérieuse dans le combat révolutionnaire et pour que les Juifs obtiennent l'égalité, mais qui a aussi écrit des articles très drôles pour se moquer de cette France qui venait d'adopter la Déclaration des droits de l'homme, mais qui l'a refusée pour les Juifs. Et donc là, il y a des passages extrêmement saisissants, très drôles, qui n'étaient publiés pour l'instant dans aucun livre d'humour juif, donc on lui a donné une place, où il y a par exemple Yehuda Al-Haridzi, qui est peut-être le premier à avoir fait de l'humour juif, un poète andalou dans l'Espagne médiévale, qui a fait un texte, peut-être le premier texte attestant d'un humour juif, qui était déjà évoqué dans d'autres livres d'humour juif, on ne l'a pas découvert, mais par contre c'est peut-être le premier livre où il y a un extrait de son livre d'humour juif. Donc voilà des exemples de personnes peut-être soit donc méconnues, oubliées. Après il y en a d'autres peut-être qui paraissent aussi les classiques, les comédiens de stand-up de tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc on fait un tour de l'humour juif dans un contexte, on vient d'en parler un tout petit peu, qui est, vous avez écrit votre livre évidemment bien avant le 7 octobre, mais on se trouve maintenant dans un contexte qui ne prête pas forcément à rire, mais vous dites qu'en Israël, il y a déjà des gens capables de prendre une certaine distance et d'évaluer la situation avec humour. Pourquoi est-ce qu'il faut là, les Israéliens ont toujours fait ça. Du coup, c'est vraiment, on va dire, le parangon de l'humour juif. C'est-à-dire, dès qu'il y a une actualité, ils créent. Parce qu'en fait, on parle de l'humour juif comme si ça venait de... Mais en fait, c'est créé par des gens au fur et à mesure, en fait. C'est créé par des artistes, mais c'est créé aussi par des gens qui ont cette forme d'humour ou qui utilisent l'humour pour faire un pas de côté dans des situations qui sont particulièrement dramatiques, pour ne pas se laisser complètement happer, engloutir
par le drame ou par le trauma, tout simplement. Donc oui, Eretz Nederet a fait plusieurs vidéos qui tournent d'ailleurs, qui sont même sous-titrées en français, je ne sais pas si vous en avez vu, notamment ce qui se passe à Columbia University avec des présidents, notamment aussi une interview du chef du Hamas par une journaliste britannique. Et en fait, c'est pas facile parce que ça a quand même trait à des choses qui sont assez dramatique, puisque pendant ce temps-là, il y a quand même des jeunes qui sont sur le front, il y a des jeunes qui tombent tous les jours, il y a toutes les horreurs qu'on a vues. Non, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que même ce recours à l'humour s'inscrit dans cette longue histoire de l'humour juif, où en réalité, il faut quelque part, dans des moments tragiques, que ce soit les premiers concernés, les premiers pris pour cible, qui se mettent à s'exprimer avec humour, pour qu'on puisse aussi se sentir, nous, autorisés à rire dans un second temps et à vouloir recourir à leur humour et à le partager, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose autour de cette autorisation des Israéliens à pratiquer de l'humour sur l'événement, alors qu'il a eu lieu il y a peu de temps et qu'on est encore en guerre, enfin, surtout eux, ils sont encore en guerre, eh bien, en s'autorisant à le faire, ils libèrent une parole apaisante, ou en tout cas une parole où on peut, entre nous aussi, ailleurs, entre Français, entre Juifs, faire des blagues. Et comme en ce moment, on entend beaucoup d'interpellations sur ce sujet-là, ça permet aussi de l'évoquer en riant. Donc il y a 2 blagues, par exemple, qui circulent là, qui sont des vieilles blagues, mais qui sont remises au goût du jour. En ce moment, quand on demande à un Juif comment ça va, on s'inquiète de la réponse, ou c'est une fausse question. Et donc il y a une vieille blague qui ressort. Donc c'est David qui demande à Moshe comment ça va. En un mot, bien, et en 2 mots, pas bien. Et voilà, celle-ci, on la revoit, ou celle, par exemple, qui sortait sur les pogroms, qui là est réactualisée autour du 7 octobre, où David et Moshe se retrouvent encore à nouveau le 9 octobre, et David dit à Moshe, ah là là, moi depuis le 7 octobre, je n'arrive plus à dormir, je passe mon temps à regarder les vidéos, c'est horrible, je ne dors pas. Et toi? Ah bah moi je dors comme un bébé. Quoi, mais comment fais-tu pour dormir comme un bébé? Bah écoute, toutes les 2 heures, je me réveille et je crie. Voilà, par exemple, deux formes d'humour traditionnelles qui sont réactualisées ou qui trouvent une place dans notre actualité. Le sociologue Michel Vivorka vient de publier un ouvrage, vous le savez, j'imagine, qui s'appelle « La dernière histoire juive ». Alors, selon lui, les histoires juives, la définition qu'il en donne, c'est que ce sont des histoires qui sont de l'humour juif, mais qui sont faites pour être racontées devant un public non juif et bienveillant. Des histoires juives qui ont connu leur heure de gloire, d'après lui, depuis les années 60 jusqu'aux années 1990. Et dans le contexte actuel, eh bien, elles perdraient de leur élan, ces histoires juives. En Israël, il n'y a pas de public non juif, majoritaire et bienveillant, par définition. En diaspora, surtout en ce moment, la situation des juifs, leur créativité, leur épanouissement peuvent avoir un petit peu de plomb dans l'aile. Alors, est-ce qu'on a fini de rire ? Alors, vraiment, Michel Vivorka, en fait, publie un pamphlet, en quelque sorte, lequel il développe une thèse qui est essentiellement son vécu à lui et son ressenti. Et ce n'est pas tout à fait, on va dire, basé sur des faits, puisque factuellement, il fait remonter la dernière grande époque de l'humour juif à Rabbi Jacob. Mais depuis Rabbi Jacob, il y a eu de nombreux humoristes juifs qui ont fait rire bien au-delà du public juif. Ne prenons que, par exemple, Gad Elmaleh, Eli Kakou, La vérité si je mens. Il y a un cabaret qui s'appelle Madame Sarfati à Paris, qui présente de l'humour, qui n'est pas spécifiquement de l'humour juif, d'ailleurs. C'est des comédiens de stand-up. Alors là, oui, mais par contre, Eli Kakou, c'était vraiment de l'humour juif. Ça, c'est sûr. Gad Elmaleh, c'est le cas. Aux États-Unis, il y a Seinfeld. Seinfeld, c'est quand même la série la plus regardée. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis ou au monde. Il y a Larry David, il y a bientôt une nouvelle saison. Donc voilà. Donc en fait, ça marche pas son truc déjà. Alors, il n'est pas là pour répondre. Non, mais en tout cas, selon vous, ça s'est pas arrêté dans les années 90. L'humour juif à destination aussi des non-juifs continue. Non seulement il continue, mais il est même pris en référence. Et beaucoup d'humoristes non-juifs s'inscrivent dans cette filiation. Vous parlez de la salle de spectacle Madame Sarfati. Elle est dirigée par le comique Fari, qui n'est pas juif, mais qui, quelque part, a décidé de faire de l'humour parce qu'il a beaucoup apprécié l'humour juif de Eli Kakou. Il y a par exemple Redouane Bougueraba aussi, qui cartonne en ce moment, qui s'inscrit dans la filiation de Gad Elmaleh, mais aussi de Seinfeld aux États-Unis, qu'il prend aussi comme référence. Pourtant, il ne pratique pas du tout le même humour. Mais voilà, donc il y a une sorte
d'admiration de la scène humoristique aujourd'hui pour l'histoire de l'humour juif qu'il ne faut pas négliger. Et puis dans tous les cas, l'humour juif continue à vivre et fortement. On le voit là, donc en Israël, de manière saisissante depuis le 7 octobre, mais on le voit aux États-Unis où il y a des séries comme la fabuleuse Madame Maisel, qui a remporté de nombreux Emmy Awards en 2018-2019. C'est donc une série qui cartonne là-bas. Alors ça existe donc comme source d'inspiration. Est-ce que l'humour juif continue à exister dans sa dimension universelle? Ou bien est-ce que ça risque de devenir de l'humour juif par les juifs et pour les juifs? Est-ce que ça va continuer à exister pour tout le monde? Ça va continuer. Nul ne peut le savoir. On ne peut s'appuyer que ce qui existe. Donc, ce qui existe aujourd'hui, c'est que la série Miss Maisel a été primée. Donc, pour qu'elle soit primée, c'est qu'il n'y a pas que des juifs qui l'ont regardée et qui elle est citée. Et que, donc, je recite Schoenfeld parce que vraiment, c'est vrai que c'est énormément vu par tout le monde. Donc, qui a été considérée par une enquête du Vanity Fair comme la série préférée des Américains historiques. Donc, ça dit beaucoup. Que les Américains ont choisi Seinfeld comme série, la plus grande série de tous les temps, vient dire que cet humour qui, en plus, s'inscrit de manière revendiquée dans l'humour yiddish, fonctionne aujourd'hui. Tu as raison. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, un trait d'esprit d'humour juif, un trait d'esprit juif? Peut-être, je peux demander à la psychanalyste que vous êtes, Judith Cohen-Solal, de nous expliquer. Un trait d'esprit, ça fonctionne comme la petite blague, par exemple, qu'il y a sur la couverture. C'est-à-dire que... je la lis. Allez-y. Comment fait une mère juive pour changer une ampoule? C'est pas grave, mon fils, je resterai dans le noir. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a une question à laquelle la phrase ne répond absolument pas. La deuxième phrase ne répond pas à la question. Exact. Et d'ailleurs, on ne dit pas parce que. Il y a une phrase qui n'a rien à voir. Donc, il y a deux phrases qui sont juxtaposées. Et le lien, il est fait parce qu'en fait, on a une référence. Ça fait référence pour chacun. Donc, il y a quelque chose de non-dit, en fait. Il y a dans le non-dit un message implicite qui fait que on va tous s'y reconnaître, que derrière ça, on parle de la relation entre un fils et une mère juive et son fils, ça marche dans les deux sens, qu'en fait, il est dit quelque chose, alors qu'en fait, ça veut dire le contraire, parce qu'elle dit « c'est pas grave, mon fils », alors qu'on comprend que c'est très grave, parce qu'elle va rester dans le noir. Donc, rester dans le noir, c'est pas rien. Elle dit « c'est pas grave », et il y a tout le poids de la culpabilité derrière, donc, cette manière de s'exprimer, qui à la fois se pose en position de victime et culpabilise l'autre. Et là, vous voyez comment ça marche. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme ça qu'on pourrait démontrer que l'inconscient existe. C'est ce que Freud a fait dans le mot d'esprit et l'inconscient, puisqu'il a pris des blagues juives, qu'il a analysées, en tout cas qu'il a commentées et analysées, pour justement montrer qu'il y a plus qu'un premier sens, en fait. Il y a plusieurs sens à donner à ce qui est dit. C'est une forme d'acte manqué, de lapsus. Voilà, il y a une blague d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est un fils qui dit « Hier, j'ai dîné avec mon père et j'ai fait un lapsus classique. Et au lieu de lui dire « Passe-moi le sel », je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu as foutu en l'air toute mon enfance ?» C'est très drôle. Voilà. Oui. Par exemple, sur les belles-mères, il y en a un paquet. On en lit deux sur la même page. Vous citez des comédiens, John Rivers et Lenny Bruce. Il y en a un qui dit « J'ai dit à ma belle-mère, faites comme chez vous. Elle m'a répondu, dans ce cas, sortez de chez moi. » Et la deuxième qui dit « J'ai divorcé à cause de ma belle-mère. Un jour, ma femme est rentrée plus tôt de son travail et nous a surpris au lit ensemble. » Et en fait, ça raconte le contraire. Et c'est peut-être cette opposition qui explique le rapport entre belle-mère et fils. Enfin, je l'ai trouvé que c'est... Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, dans tous les cas, il faut toujours... Déjà, ça vient de dire qu'on ne vient pas figer la belle-mère dans une identité. Donc là, en fait, de pouvoir lui faire remplir plusieurs fonctions relatiques, ça dit beaucoup, en plus de la part de deux grandes stars du stand-up américain, donc qui ont beaucoup de points communs, qui ont cartonné en même temps. Donc on voit bien que là, il n'y a jamais la volonté de figer l'identité. C'est pourquoi d'ailleurs on les a juxtaposés pour bien montrer que l'idée, c'est pas de tout le temps critiquer... On n'est pas dans le cliché, dans le stéréotype. Non, jamais. Puisqu'elle peut remplir les deux fonctions à la fois, celle de la détestation, voire celle de l'amour, l'infidélité. Donc c'est beaucoup. Donc voilà ce qu'il y a dans celle-ci. C'est même trop. Et c'est dans tous les cas, il faut toujours qu'il y ait du trop. Mais voilà, et cette question-là de toujours avoir deux sens et d'être à contresens même de ce qu'on attend,
parce qu'on parlait des exemples de fraude dont Judith parlait juste avant. Parmi ses préférés, il y a celle d'une personne condamnée à mort qui le lundi matin est conduit à l'échafaud et qui, sur le chemin, s'adresse au bourreau et lui dit « Ouais, bah voilà une semaine qui commence bien ». Qui le dit, c'est drôle, parce que quelqu'un qui va mourir ne va pas dire « Voilà une semaine qui commence bien ». Mais si c'était le bourreau qui lui avait dit « Bah voilà pour vous une semaine qui commence bien », en réalité on aurait moins ri, parce que là ça aurait été justement méchant, vindicatif, ça ne serait pas entré dans la catégorie humour juif. Donc voilà par exemple un exemple assez clair, et puis dans tous les cas, il y a la question de ne pas être là où on l'attend. Dans les 2 blagues que vous avez citées sur la belle-mère, on n'attend pas cette chute. Oui. Il y a toujours l'art de la chute est indispensable en réalité dans l'humour juif. Alors, tout autre sujet, vous avez écrit un essai sur Éric Zemmour. Éric Zemmour et nous, nous les juifs. Un autre sur l'extrême droite et ses tentatives de banalisation. Pour rester dans la situation actuelle en France, nous y intéresser, est-ce que vous pensez que l'humour peut nous aider à traverser cette situation dans laquelle tous les repères moraux et politiques semblent vaciller, et comment est-ce que ça peut nous aider ? De toute manière, Zemmour, il vaut mieux le prendre avec humour. Parce que il y a quelque chose de tragique d'une part, mais par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est... alors d'abord c'est à contresens, c'est vrai, un juif qui va à l'extrême droite, même à l'extrême droite de l'extrême droite, parce que il a les groupes qui sont avec lui, sont encore plus à droite que le Rassemblement National, et donc il y a comme une forme de... Ça pourrait être une blague juive en fait. Oui. Un type qu'est-ce que fait un type qui veut devenir plus français que français, et ben il va chez les néo-nazis. Donc, vous voyez, il faut cette forme d'identification qui est mise en place dans sa démarche, le fait même de vouloir tout excuser, de vouloir relire l'histoire. Enfin, il y a. Alors, en effet. De Dreyfus à Pétain. Hein. Oui, de Dreyfus à Pétain, mais même dans des choses qui se passent même dans l'actualité, puisqu'en fait, il a aussi critiqué le fait que les enfants Sandler avaient été enterrés en Israël. Enfin. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui s'autorisent. Est-ce que... Peut-être que c'est... Nous, il faut qu'on prenne à contre-humour, et peut-être que lui, c'est exactement le contraire de l'humour. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'humour. En politique, en tout cas. Il est certain que l'humour, et surtout l'humour juif, dans son histoire, vous le rappeliez tout à l'heure en citant le livre de Michel Vivorca, a été et est un terrain d'entente entre juifs et non-juifs. Il est une manière de rencontrer l'autre et de le rencontrer en lui disant nous comprenons sur des choses très simples, parce que la mère juive, il n'y a pas besoin d'être fils de mère juive pour savoir ce que c'est. Et donc quand on fait une blague sur la mère juive, on vient dire aux autres on est ensemble malgré nos différences et on rigole ensemble de ce qui peut nous différencier, et en nous unissant en réalité au-delà de cette différence. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans l'histoire de l'humour juif depuis l'émancipation des Juifs. Depuis qu'ils ont été considérés comme les autres, ils ont voulu développer un humour qui servait de lien. Avant, l'humour juif était formidable, mais il était plutôt en réaction pour contrer, pour se retrouver entre soi face à un univers hostile. Donc, comment cela se passe-t-il quand l'univers extérieur, malgré l'émancipation, est un univers hostile ? Et c'est là où on rentre dans des moments un peu paradoxaux dans l'histoire de l'humour juif, où à la fois, ça doit être une main tendue vers l'autre pour dire « nous sommes toujours ensemble », mais également une manière de se protéger contre toutes les formes d'agressivité, d'agression, d'hostilité qu'on peut recevoir. L'humour juif, c'est d'abord, en fait, l'arme de ceux qui vivent des catastrophes pour s'en sortir, pour survivre, pour tenir debout, justement pour faire un pas de côté. Donc d'abord et avant tout, ça fait rire les autres parce que c'est très drôle, cette capacité d'autodérision qu'ont des gens, en fait. C'est le fait qu'on puisse être dans une forme d'autocritique et qu'en fait, c'est pas de l'humour troupier, comme on dit, c'est-à-dire on va se moquer de quelqu'un d'autre, on va se moquer ensemble d'un troisième. Donc, non, c'est pas ça, c'est qu'on se moque de soi-même. On voit dans Mrs. Maisel pour voir la dernière comme ça, mais en fait, toutes les blagues sont comme ça. C'est-à-dire que quand on dit qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel ? Un train. Ben, vous voyez, c'est quand même faire une sacrée blague qui est absolument terrible. Donc, d'accord. Donc, qui prend d'ailleurs en ce moment encore une autre dimension. Ben,
des gens qui sont capables de faire ça, c'est-à-dire à un moment donné de dire les attaques qui nous sont adressées, en fait, on fait comme ça et on dit c'est pas de nous qu'on parle en fait. Il y a des gens qui font des projections sur nous, il y a des gens qui... Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme? Donc, c'est une projection c'est le bouc émissaire, c'est la part sombre qui est en soi qu'on met sur l'autre, c'est la causalité qu'on va soudain trouver en disant c'est de sa faute, mais il faudrait pas non plus que... Donc il faut garder cette capacité à faire un pas de côté et arrière de soi. Oui, parce que sinon on joue le jeu des antisémites en fait. C'est-à-dire si on prend pour soi ce que les antisémites disent, d'ailleurs il y a la blague qui dit Rachel qui voit son mari en train de lire un journal d'extrême droite et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, t'es devenu fou? Il dit écoute, moi au petit déjeuner j'aime mieux lire que on est les plus forts, qu'on a la main mise sur le monde entier, sur les médias, qu'on est les plus riches. Écoute, ça fait du bien, non? Ouais. Donc effectivement, important de continuer à rire. Dites-moi, votre duo fonctionne fort. Vous avez parlé ici d'un autre ouvrage que vous avez publié ensemble sur Joseph Kessel, bande dessinée, ouvrage graphique. Est-ce que vous pouvez juste nous dire comment vous choisissez vos sujets? Là, vous nous avez dit pour le bouquin de l'humour juif, d'une manière générale, comment ça se passe et vous sentez l'air du temps? Vous avez des propositions? Est-ce que vous avez des projets? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne choisit pas en fonction de est-ce que c'est drôle ou pas. Parce que Joseph Kessel, par exemple, n'avait pas d'humour. La seule blague éventuelle qu'il a fait, malgré lui, c'était lorsqu'il se rend en Palestine dans les années 20, à Tel Aviv, pendant il assiste à la construction de la ville de Tel Aviv, et il dit « Ah là là, je me sens ici comme chez moi ». Alors, ils lui disent « Ah, parce que vous êtes entouré d'autres juifs ?» Non, non, pas du tout, parce que j'entends parler le russe de mon enfance. Et donc là, en prenant un contre-pied, il a fait de l'humour, mais c'était un moment très c'était marginal, il n'était pas quelqu'un d'humour. Donc on ne choisit pas pour ça. On choisit en fonction aussi de ce qui nous passionne. C'est pourquoi c'était un plaisir de faire ce livre d'humour juif, parce qu'on avait aussi la liberté de choisir ce que nous aimons, nous, dans l'humour juif, et les auteurs que nous aimons, nous. On n'a pas de prétention à l'exhaustivité, mais surtout à révéler ce qui nous a le plus fasciné. Et donc, comme Joseph Kessel était une des personnes aussi qui a marqué notre passé ça nous a intéressé d'en savoir plus. Donc à chaque fois, on choisit des sujets où on a quelque chose de nouveau à dire. Sur Kessel, ce qu'on avait de nouveau, c'était qu'on avait réussi à tomber sur une petite pépite en rencontrant son filleul. C'est un entretien inédit qu'il a enregistré au soir de sa vie, dont nous sommes d'ailleurs toujours les seuls auditeurs. Donc avec cette responsabilité-là entre les mains, nous nous sommes dit on va devoir en faire quelque chose. Donc c'est à chaque fois qu'on a l'impression de pouvoir apporter quelque chose de particulier. J'espère que ça va être encore le cas dans les prochaines années. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu pour nous parler de l'humour juif, de votre bouquin de l'humour juif. Voilà, c'est pas juste un énième livre sur le sujet. C'est vrai qu'il apporte beaucoup de choses neuves, notamment de nouvelles blagues. Donc, je trouve que ça vaut toujours le coup de s'y plonger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.